La première chose que j'ai remarquée, ce sont les chaussures. Pas n'importe quelles chaussures, ces bottines noires préférées en cuir, aux semelles usées et ornées de petites boucles argentées sur les côtés. Sarah les avait depuis 6 ans et refusait de les remplacer malgré mes allusions occasionnelles à des modèles plus récents. Elles se sont parfaitement moulées à mes pieds, disait-elle toujours avec ce sourire doux qui, après 17 ans de mariage, me serrait encore la poitrine. Mais elles étaient là, à 19h43 un mardi, soigneusement posées près de notre porte d'entrée alors qu'elles auraient dû être à ses pieds, à son club de lecture hebdomadaire à une bonne vingtaine de kilomètres. Je suis resté planté dans l'entrée, ma mallette encore à la main, figé en contemplant ces bottines. Mon esprit s'est emballé en envisageant toutes les possibilités, peut-être avait-elle oublié quelque chose, peut-être le club de lecture avait-il été annulé, peut-être était-elle rentrée plus tôt parce qu'elle ne se sentait pas bien. Les explications rationnelles s'alignaient comme des soldats obéissants, mais quelque chose de plus profond, un instinct animal que j'avais longtemps ignoré, envoyait des signaux d'alarme à travers mon corps. 17 ans. 2 enfants maintenant à la fac. Un prêt immobilier presque remboursé. Une vie construite pierre par pierre, méthodiquement. Je suis Richard Harmon, 52 ans, propriétaire du garage Harmon à la sortie de la ville, une affaire que j'ai développée, passant d'un simple garage à 2 travées au plus grand atelier indépendant de Cedar Mills. J'avais travaillé dur, bien subvenu aux besoins de ma famille, et j'avais été l'homme stable qu'un mari devait être, selon moi. J'ai posé ma mallette silencieusement et j'ai écouté. Notre maison à 2 étages de style colonial était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur et du tic-tac de l'horloge de parquet dans le salon, la fierté de Sarah, héritée de sa grand-mère. Aucun son de télévision, aucun bruit de cuisine, aucune douche en marche. Un SMS s'est affiché sur mon téléphone. C'était Kyle, du garage, j'ai trouvé le problème avec la Buick Henderson. Je t'envoie des photos du collecteur fissuré. Je l'ai ignoré et je me suis dirigé vers l'escalier, mes bottes me paraissant soudainement anormalement bruyantes contre le parquet. Je les ai enlevées et j'ai continué en chaussettes, me sentant ridicule dans ma propre maison, mais incapable de me défaire de cet impérieux besoin de discrétion. La porte de notre chambre était fermée. Elle n'était jamais fermée pendant la journée où Sarah croyait qu'il fallait laisser les pièces respirer. Je me suis arrêté devant, ma main planant au-dessus de la poignée alors qu'une vague de nausée me prenait. Une partie de moi voulait faire demi-tour, remettre mes bottes, aller chez O'Malley, boire une bière, et rentrer 1 heure plus tard, laissant le temps à ce qui se passait de disparaître. Au lieu de cela, j'ai tourné la poignée et j'ai poussé la porte juste assez pour voir à l'intérieur. Vide. Le lit était fait au carré, comme Sarah le faisait toujours, des coussins décoratifs disposés selon une formation précise. Rien n'était dérangé. J'ai expiré, me sentant idiot, mon imagination travaillant clairement à plein régime après avoir regardé trop de séries policières sur Netflix. Sarah, ai-je appelé, ma voix résonnant dans notre maison. Pas de réponse. Je suis allé à la salle de bain des invités au vide. Bureau à domicile vide. Cuisine vide, bien qu'une tasse de thé à moitié bu soit posée sur le comptoir, encore légèrement tiède quand je l'ai touchée. C'est alors que j'ai remarqué son téléphone sur l'îlot central. Sarah ne se séparait jamais de son téléphone. Même la nuit, il chargeait sur sa table de chevet, la douce lueur des notifications me réveillant parfois. Je l'ai fixé, sentant une limite être franchie alors que je tendais la main. En 17 ans, je n'avais jamais consulté son téléphone. La confiance était notre fondation. Du moins, c'est ce que j'avais toujours cru. L'écran s'est allumé à mon contact au pas de code d'accès, un autre signe de notre supposée transparence l'un envers l'autre. Les appels récents ne montraient rien d'inhabituel. Les SMS provenaient principalement de notre fille Emma à UCLA et de notre fils Jason à Michigan State, ainsi que les échanges habituels avec sa sœur et ses amis. Et puis je l'ai vu, une application que je ne reconnaissais pas, avec une simple icône bleue. En l'ouvrant, j'ai découvert une plateforme de messagerie que je n'avais jamais vue auparavant. En haut du fil se trouvait une conversation avec quelqu'un identifié uniquement par la lettre M. Le message le plus récent, envoyé il y a 2 heures, même endroit. J'ai hâte. La réponse de Sarah, j'y serai. Besoin de ça aujourd'hui. Mes mains ont commencé à trembler alors que je faisais défiler vers le haut, découvrant des mois d'échanges similaires brefs, codés, mais indubitables dans leur intention. Des lieux décrits vaguement. Des heures convenues. Des références occasionnelles à des choses que je ne comprenais pas, mais qui avaient manifestement un sens pour eux. Apporte le bleu cette fois, disait un message de M.
La dernière fois, c'était incroyable. J'y pense encore, avait écrit Sarah après ce qui semblait être une rencontre il y a 3 semaines. J'ai reposé le téléphone, sentant soudainement mes doigts sales. La cuisine semblait se déformer autour de moi, l'espace familier d'innombrables dîners de famille et de fêtes de fin d'année, désormais étrange et hostile. Je me suis agrippé au bord du comptoir, le granit froid sous mes paumes. Ma montre indiquait 19h58. Le club de lecture se terminait à 21h30. Sarah rentrait toujours vers 22h, souvent dynamisée par les discussions littéraires et le partage de vin avec ses amis. J'avais toujours trouvé attachant la passion qu'elle déployait au sujet de romans que je n'avais jamais lus. Maintenant, je me demandais si je l'avais jamais vraiment connue. Il fallait que je vérifie par moi-même. L'application de messagerie n'indiquait aucun lieu spécifique, mais des schémas se dessinaient à mesure que je me forçais à lire davantage d'échanges. Des références à notre endroit et là où tout a commencé revenaient sans cesse. Un message mentionnait le coin tranquille derrière les cadres, quoi que cela veuille dire. Je suis retourné à l'entrée et j'ai remis mes bottes. Si sa voiture n'était plus là, c'est qu'elle avait dû aller quelque part à pied. Sarah n'était pas sportive de nature, elle n'irait pas loin à pied. Dans un rayon de 400 mètres autour de notre maison, il y avait un petit centre commercial, un parc et le chantier de construction abandonné de ce qui était censé devenir un centre communautaire avant que les fonds ne soient coupés. Le chantier. Ce devait être ça. Isolé, interdit, à l'abri des regards, tout ce qu'une aventure exigerait. Je suis sorti par la porte de derrière et j'ai traversé notre jardin, puis l'étroite bande de bois qui séparait notre lotissement de la zone de construction. La soirée était fraîche pour un mois de septembre, et le soleil couchant projetait de longues ombres sur les fondations en béton partiellement achevées et la structure squelettique du bâtiment abandonné. Je me suis approché prudemment, restant à l'intérieur de la lisière des arbres, me sentant comme un intrus dans ma propre vie. Le site était entouré d'une clôture en grillage avec des panneaux aux défenses d'entrée affichés tous les quelques mètres, mais une section avait été repliée près de l'angle nord-ouest, une brèche juste assez large pour qu'une personne puisse s'y glisser. Un mouvement a attiré mon attention. Une silhouette est sortie de l'intérieur de la coque de béton d'un homme, grand et large d'épaules, portant une veste sombre. Il a regardé autour de lui avec prudence avant de s'approcher de l'ouverture de la clôture. Même de cette distance, je pouvais voir qu'il était plus jeune que moi, peut-être au début de la quarantaine, avec une chevelure abondante et foncée, contrairement à mes cheveux gris qui se raréfiaient. Il s'est faufilé à travers la brèche avec une aisance consommée et s'est dirigé d'un pas vif vers la rue. J'ai eu envie de le suivre, de le confronter, de le saisir par sa veste et d'exiger des réponses. Mais un besoin plus grand me retenait sur place, je devais voir Sarah, je devais confirmer de mes propres yeux ce qui devenait de plus en plus clair. J'ai attendu que l'homme soit hors de vue, puis je me suis dirigé vers la brèche dans la clôture. Le métal plié était lisse sur les bords, cette ouverture était utilisée régulièrement. Je me suis faufilé et me suis approché du bâtiment, le cœur battant si fort que j'étais certain qu'on pouvait l'entendre à travers tout le site. La structure n'était qu'un amas de béton, de poutres d'acier et de charpente en bois, un fantôme de ce qui était censé être un lieu de rassemblement communautaire. La construction avait été interrompue il y a 3 ans lorsque le promoteur avait fait faillite. Maintenant, elle se dressait comme un monument à l'ambition avortée, recueillant les graffitis et les canettes de bière vides des adolescents. Je suis entré par ce qui aurait dû être les portes principales, naviguant prudemment autour des débris et des matériaux de construction. L'intérieur était divisé en pièces partiellement cloisonnées. Près du fond, un espace plus fermé avait été créé, où les murs intérieurs avaient été entièrement construits et des plaques de plâtre installées, les prémices de ce qui aurait pu être des bureaux ou des salles de réunion. C'est là que je l'ai trouvé. Sarah était assise sur ce qui semblait être une vieille chaise de bureau que quelqu'un avait apportée, dos à moi, fixant quelque chose dans ses mains. Une petite lanterne à pile projetait une lueur chaude autour d'elle, éclairant l'espace improvisé. Une couverture était étendue sur le sol en béton, et à côté se trouvait un coussin et ce qui ressemblait à une petite glacière. J'ai dû faire un bruit, une inspiration brusque, le grattement de ma botte car elle s'est soudainement retournée, ses yeux s'écarquillant en me voyant. « Richard !» Le choc dans sa voix était authentique. Elle a rapidement essayé de cacher ce qu'elle tenait derrière son dos. « Qu'est-ce que tu fais, comment as-tu » ? Club de lecture, dis-je, ma voix étonnamment stable malgré le tremblement de terre qui se produisait en moi. N'est-ce pas là que tu es censé être ? Elle s'est levée, son expression passant rapidement du choc à la culpabilité, puis à quelque chose qui ressemblait à de la résolution. Je peux expliquer. Je l'ai vu partir, dis-je. Ton ami aime, sympa de sa part de ne pas s'être attardé.
La confusion a traversé son visage. Quoi? Non, Richard, tu ne comprends pas. J'ai vu tes messages, Sarah. Même heure, même endroit. J'ai hâte. Depuis combien de temps ça dure? Des mois? Des années? Chaque mot avait le goût de verre brisé dans ma gorge. Elle fit un pas vers moi, et je reculai instinctivement. La blessure qui éclaira ses yeux faillit me briser. Comment osait-elle avoir l'air blessée alors que c'était elle qui détruisait tout? Richard, s'il te plaît, écoute-moi une minute, supplia-t-elle, serrant toujours ce qu'elle cachait derrière son dos. Ce n'est pas ce que tu crois. Montre-moi ce que tu caches, ordonnai-je. Elle hésita, puis avança lentement ses mains. Entre elles se trouvait un petit livre relié en cuir. Un journal intime. Qu'est-ce que c'est que ça? Demandai-je, en désignant la couverture, la lanterne, l'espace caché où nous nous trouvions. Sarah prit une profonde inspiration. C'est mon lieu d'écriture. Je viens ici pour travailler sur mon roman. Je la fixai, attendant la vraie explication, mais elle se contenta de soutenir mon regard, ses yeux bleus stables malgré les larmes qui s'y formaient. Ton roman, ai-je répété, d'un ton neutre. Et cet homme que j'ai vu partir, c'était qui? C'est Martin. Martin Kay. Il est dans mon groupe d'écriture, c'est la vraie raison pour laquelle je ne vais plus au club de lecture le mardi. J'ai changé il y a 6 mois, mais je ne te l'ai pas dit parce que... Elle s'est interrompue, détournant le regard. Parce que tu as toujours minimisé mon écriture, Richard. Chaque fois que je disais que je voulais écrire sérieusement, tu souriais et hochais la tête comme si je parlais de me mettre au tricot ou à la poterie, un petit hobby mignon pour m'occuper. Tu n'as jamais demandé à lire ce que j'écrivais. Tu ne l'as jamais pris au sérieux. L'accusation m'a frappé comme un coup physique. Avais-je vraiment fait ça? J'ai fouillé dans ma mémoire et j'ai trouvé des preuves embarrassantes, sa mention enthousiaste d'un atelier d'écriture que j'avais à peine remarqué, des manuscrits imprimés puis cachés après que j'ai fait une remarque désinvolte sur « ces petites histoires ». Ça n'explique pas les messages secrets, cet endroit caché, ai-je insisté, bien que je sente ma certitude commencer à s'effriter. Elle a soupiré et s'est rassise, soudainement épuisée. Le groupe d'écriture se réunit officiellement à la bibliothèque, mais Martin et moi avons réalisé qu'on travaillait mieux avec un feedback direct. On a commencé à se réunir séparément pour relire les chapitres de l'autre. L'application, c'est juste un outil de collaboration d'écrivains que le groupe utilise. Et vous vous réunissez dans un chantier de construction abandonné plutôt que, disons, dans un café? Ma voix était empreinte de scepticisme. Sarah a désigné l'endroit d'un geste. Un calme parfait. Pas de distraction. Pas de barista bien intentionné qui interrompt toutes les 20 minutes pour nous demander si on veut être resservi. Et honnêtement, Richard, sa voix a baissé d'un ton, aucune chance de croiser quelqu'un qu'on connaît et qui pourrait te dire qu'il m'a vu travailler avec un autre homme sur mon écriture. Parce que je savais exactement comment tu réagirais. Exactement comme ça. Je me sentais désorienté, le récit que j'avais construit dans mon esprit se heurtant violemment à celui qu'elle présentait. Le bleu, ai-je dit soudainement, me souvenant d'un message. Il t'a demandé d'apporter le bleu une fois. Qu'est-ce que c'était? Un petit sourire triste a traversé son visage. Mon carnet bleu. J'ai différents carnets pour différents projets. Elle a fouillé dans un sac en toile à côté de la chaise et a sorti un carnet en cuir bleu, identique à celui en cuir marron qu'elle tenait dans ses mains, à la couleur près. Pourquoi ce secret? Pourquoi ne pas simplement me dire que tu avais rejoint un groupe d'écriture? Elle m'a regardé droit dans les yeux, son regard inébranlable. J'ai essayé, Richard. 3 fois, j'ai mentionné le groupe au dîner. Tu as acquiescé, dit et c'est bien, ma chérie, il est changé de sujet pour parler de quelque chose du magasin. Après la 3e fois, j'ai juste arrêté d'essayer. J'avais du mal à concilier cela avec mes souvenirs de nos conversations. Avais-je vraiment été si négligent? Si absent dans notre mariage que ma femme s'était créée une vie secrète, non pas pour une passion avec un autre homme, mais pour la passion de sa propre créativité? J'ai regardé l'endroit d'un nouvel œil. Il n'y avait pas de verre à vin, pas de signe de rendez-vous romantique. Juste des carnets, des stylos, la petite lanterne et un thermos qui contenait probablement du café ou du thé. C'était un espace de travail, austère et concentré. Est-ce que je peux? J'ai hésité, puis je me suis forcé à continuer. Est-ce que je peux lire quelque chose de ce que tu écris? La surprise sur son visage était authentique,
suivi d'une méfiance qui m'a transpercé. Elle s'était attendue à ce que je la rejette pendant si longtemps que mon intérêt lui semblait maintenant suspect. « Tu n'es pas obligé de faire ça », a-t-elle dit doucement. « Je veux le faire », ai-je insisté, et j'ai réalisé avec une certaine surprise que je le pensais vraiment. Elle a hésité avant de me tendre le carnet marron. C'est le projet en cours. Un thriller psychologique sur une femme qui découvre que son père n'est pas celui qu'elle croyait. J'ai pris le carnet avec précaution, sentant son poids, le poids de tout ce que j'avais manqué, de tout ce que je n'avais pas vu. Je l'ai ouvert à une page marquée d'un ruban fin et j'ai commencé à lire. Son écriture était bonne. Mieux que bonne. Elle avait un rythme et une intensité qui m'attiraient immédiatement, décrivant les soupçons croissants d'une femme alors que de subtiles incohérences dans les histoires de son père commençaient à former un schéma inquiétant. Le conflit intérieur du personnage était rendu avec une précision douloureuse. J'ai levé les yeux de la page pour trouver Sarah qui me regardait attentivement, son expression vulnérable comme je ne l'avais pas vue depuis des années. « C'est vraiment bien », ai-je dit, et ces simples mots me semblaient terriblement inadéquats. « Tu as l'air surpris », a-t-elle répondu, avec une pointe d'amertume dans sa voix. « Je le suis. » J'ai refermé le carnet et je le lui ai rendu. « Non pas que tu sois bonne, mais que je ne l'ai jamais su. » 17 ans, Sarah. Comment ai-je pu passer à côté de cette partie de toi? Elle a pris le carnet et l'a serré contre sa poitrine comme un bouclier. Tu as arrêté de regarder, Richard. Il y a des années. Nous avons tous les deux arrêté. La vérité de ces mots s'est abattue sur moi comme un linceul. Quand avions-nous cessé de nous voir? Quand avais-je cessé d'être curieux de son monde intérieur? Quelque part entre les paiements hypothécaires et les conférences parents-professeurs, entre les vidanges d'huile et les déclarations d'impôts, nous étions devenus des partenaires fonctionnels plutôt que des partenaires passionnés. Nous avions cessé de nous découvrir. Je me suis laissé glisser sur le bord de la couverture, soudainement épuisé jusqu'à l'os. Je croyais que tu avais une aventure, ai-je fini par avouer. J'ai vu tes bottes à la maison alors que tu étais censé être au club de lecture, j'ai trouvé les messages sur ton téléphone. Tu as fouillé dans mon téléphone? La blessure dans sa voix m'a piqué au vif, mais je ne pouvais pas le nier. Oui. Je n'en suis pas fier. Elle a acquiescé lentement, digérant cette violation de confiance. Et tu as immédiatement pensé le pire de moi. Tu peux m'en vouloir? Les messages secrets, les rendez-vous cachés, cet endroit. J'ai fait un geste ample autour de nous. 21 ans ensemble, 17 ans de mariage, et ta première pensée a été la trahison, a-t-elle dit doucement. Qu'est-ce que ça dit de nous, Richard? La question est restée suspendue dans l'air entre nous, ni accusation, ni absolution, simplement une évaluation crue de là où nous en étions arrivés. Je ne sais pas, ai-je finalement répondu. Mais je crois qu'il faut qu'on comprenne. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons parlé dans cette pièce squelettique, entourée de béton et de poutres apparentes ou une métaphore parfaite de notre mariage dépouillé de tout artifice. Sarah a expliqué comment l'écriture était devenue son refuge à mesure que notre connexion s'amenuisait, comment Martin et 3 autres membres du groupe étaient devenus sa communauté créative quand elle se sentait invisible à la maison. J'ai parlé aussi, hésitant au début, puis avec une honnêteté grandissante de ma propre solitude, de comment je m'étais jeté à corps perdu dans le travail en sentant sa distance grandir, créant un cycle de retrait mutuel. J'ai confessé mes peurs d'inadéquation en la voyant développer de nouveaux intérêts et des connexions alors que je restais statique, défini principalement par mon travail et mon rôle de soutien de famille. Alors que l'obscurité tombait complètement à l'extérieur, la petite lanterne projetant nos ombres gigantesques contre les murs inachevés, nous n'avons abouti à aucune grande résolution, à aucune réconciliation spectaculaire. Au lieu de cela, nous avons trouvé quelque chose de plus précieux, une volonté de nous voir à nouveau clairement, de reconnaître ce qui avait été perdu et ce qui pouvait encore être sauvé. Je devrais lire tes écrits, ai-je dit alors que nous nous préparions à quitter le chantier. Tout, si tu me le permets. Sarah m'a regardé longuement avant d'acquiescer. Ça me plairait. Et peut-être que tu pourrais me montrer ce qui se passe à l'atelier de temps en temps. Tu parlais des réparations intéressantes, des défis. Ça me manque de t'entendre parler de ça. C'était une petite offrande de nous deux, une expression d'intérêt pour les mondes de l'autre, mais ça paraissait monumental après des années d'un silence grandissant. Nous sommes rentrés ensemble à pied par le sentier boisé, proches mais sans nous toucher, chacun perdu dans ses pensées. La maison avait une apparence différente lorsque nous l'avons approchée, pas la forteresse de certitude où je l'avais quittée plus tôt, mais une structure avec des fondations plus fragiles que je ne l'avais jamais admis. Alors que Sarah insérait sa clé dans la serrure,
elle s'est tournée vers moi. Je suis désolé que tu aies vécu ça ce soir en pensant ce que tu as pensé. Ça a dû être terrible. Ça l'a été, ai-je admis. Mais je suis encore plus désolé pour ce qui nous a menés ici. Pour ne pas t'avoir vu. Elle a acquiescé, les yeux brillants de larmes dans la lumière du porche. On a beaucoup de choses à se dire. Beaucoup à reconstruire. Oui, ai-je acquiescé, la suivant à l'intérieur de ce qui me semblait soudainement être la maison de quelqu'un d'autre. Mais au moins, on est tous les deux prêts à essayer. Cette nuit-là, couchés côte à côte dans notre lit, plus d'espace entre nous que les quelques centimètres physiques, j'ai pensé au bâtiment inachevé où Sarah avait créé son monde secret. Du béton coulé mais abandonné. Une structure érigée mais jamais achevée. Une structure avec du potentiel, nécessitant engagement et soin pour devenir ce qu'elle était censée être. Comme nous. Je me suis tourné vers elle dans l'obscurité. Sarah. Elle avait l'air à moitié endormie. J'aimerais lire davantage demain. Si ça te dit. Dans la faible lumière de la fenêtre, j'ai vu son sourire petit mais sincère. Ça me plairait, Richard. Vraiment. Ce n'était ni une résolution ni une fin heureuse. C'était quelque chose de plus authentique, une reconnaissance de ce qui avait été brisé et un premier pas hésitant vers la réparation. La fondation était toujours là, ai-je réalisé. Fissurée et négligée, mais suffisamment solide pour reconstruire dessus, si nous choisissions tous les deux de faire le travail. Alors que je m'endormais, je n'ai pas pensé à la vengeance ou à la trahison, mais aux secondes chances et au courage tranquille qu'il faut pour voir clairement ce qui a été devant soi depuis toujours. Note de l'auteur, cette histoire explore le thème de l'infidélité suspectée, mais prend une tournure différente du récit de vengeance traditionnel. Au lieu de cela, elle examine comment les mariages peuvent silencieusement s'éroder par manque d'attention et de communication, créant les conditions où la suspicion peut s'épanouir. L'élément de vengeance a été délibérément subverti pour illustrer un parcours émotionnel plus nuancé, un parcours où le protagoniste ne lutte pas contre une trahison extérieure, mais contre la façon dont il a contribué à la déconnexion dans sa relation. L'histoire vise à montrer que parfois les vérités les plus difficiles auxquelles nous sommes confrontés ne concernent pas les tromperies des autres, mais nos propres échecs à vraiment voir et connaître ceux que nous prétendons aimer.